Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Horner, la RB18 est probablement la meilleure F1 de notre histoire. À la question de savoir si le niveau de performance de l'équipe est le plus élevé depuis qu'elle a rejoint la grille en 2005, il a répondu oui. En 2021, nous espérions un niveau incroyable et nous avons relevé le défi d'un championnat du monde. Ce fut un combat de 22 courses, un combat de poids lourd, de la première à la 22e course. Ce qui était particulièrement agréable cette année, c'est que malgré les changements colossaux de réglementation que nous avons dû subir cette année, nous avons honnêtement pensé que nous avions fait un compromis cette année en mettant tout ce que nous avions dans la saison passée. L'équipe est arrivée avec une voiture étonnante, une super monoplace. Max a fait un pas de plus, Checo s'est senti plus intégré à l'équipe cette année, avec beaucoup de plus de familiarité. Être assis ici après avoir remporté 12 Grands Prix et 16 podiums, c'est déjà une saison incroyable pour nous. Nous avons probablement été la dernière équipe à travailler sur le règlement 2022 pour Horner. Nous avons été assez tardifs dans le développement de la monoplace 2022 parce qu'on était concentré sur 2021. Mais l'équipe à Milton Keynes, alors que nous étions partis nous battre pour le championnat, a fait un travail incroyable pendant l'hiver pour mettre au point cette voiture, qui est probablement la plus réussie de notre histoire. Dès la première course, nous étions dans le coup, c'est donc extrêmement gratifiant pour toute l'équipe. Voilà donc. Verstappen, et il le dit lui-même, Horner pilote sûrement la meilleure voiture de l'histoire de Red Bull et sûrement une des meilleures de la F1 aussi. Peut-être pas la meilleure, mais une des meilleures. Bon, je vous laisse commenter, ciao. Alors, pourquoi il y a eu des tensions entre Haas et Schumacher? Voyons les explications. Ayo Komatsu, directeur de l'ingénieur de piste de l'équipe, confirme que le comportement de Mick a posé problème notamment en Autriche. Mick était derrière Kevin et ça l'a frustré. Sa concentration lors du sprint n'était pas la bonne. Nous en avons parlé après. Nous avons parlé avant le sprint de la façon dont nous allions le faire en tant qu'équipe. Mais ce qu'il a fait après n'était pas génial. Et ce qu'il a dit après ne l'était pas non plus. Pourtant, Mick a effectué en Autriche sa meilleure course de la saison, mais l'Allemand semble visiblement craindre son équipier et vouloir l'écarter. Des possibles restent de la relation conflictuelle avec Mazepin. Parfois, Mick se concentre trop sur son équipier, alors je lui dis regarde, Kevin aime vraiment aider, et il te dit des choses qu'il n'aurait jamais dites à Romain Grosjean auparavant. Ensuite, Mick réfléchit et réalise que la chose la plus importante pour l'équipe est de remonter dans le championnat des constructeurs. Je lui explique, Mick, tu te débrouilles bien, concentre-toi sur tes propres performances et pas sur ça. Et puis ça va bien nouveau. C'est très bien pour Mick d'avoir un coéquipier établi comme Magnussen. Nous ne savions pas à l'avance à quel point il était bon. Komatsu confirme que l'année contre Mazepin n'a pas forcément aidé Schumacher à se développer. L'ingénieur tient en estime le pilote allemand maintenant qu'il parvient à mieux juger les capacités de ce dernier. Kevin est arrivé, ça nous a donné une référence. Nous pensions qu'avec notre voiture 2021, nous aurions été en sécurité contre Williams. Nous aurions pu nous battre si nous avions eu Kevin à l'époque. Mick en aura bénéficié dans son développement. Donc voilà, bon, les tensions sont maintenant apaisées, apparemment. Espérons que ça continue comme ça, entre Haas et Mick. Russell mise sur Singapour et Austin pour une victoire de Mercedes. Austin, c'est très bosselé, Russell, quand même. Alors, moi qu'ils aient surfacé le Grand Prix, je suis pas sûr que c'est le meilleur endroit pour gagner. Singapour pourrait être intéressant, mais historiquement, c'est un circuit où Mercedes a eu un peu de mal. Nous savons que tous les circuits urbains cette année ne nous ont pas réussi, sinon je dirais probablement Austin. Je pense qu'Austin pourrait être un circuit qui nous convient mieux, mais je sais pas vraiment. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous faisons des armes pour en ce moment et comprenons de mieux en mieux la voiture. J'espère qu'en développant davantage la voiture, nous pourrons faire vite de nouveaux gains. Et oui, vite, car il ne reste que 6 Grands Prix. Et oui, mais pourquoi ils ne parlent pas du Brésil? C'est incroyable le Brésil, je pense que personne n'évoque le Brésil, mais il pourra y gagner, je pense, Mercedes au Brésil. Bon, ils l'évoqueront peut-être quand la course se rapprochera au calendrier. Non mais Austin, j'y crois pas trop, perso. Bon, à voir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao, ciao. De la pluie pour le Grand Prix de Singapour ou pas? Ce serait incroyable. Bon, à chaque fois on nous dit ça, on nous promet de la pluie, mais au final il n'y a rien, quoi. Pour la journée de vendredi, les premières prévisions indiquent un ciel changeant entre éclaircies et passages nuageux parfois denses. Mais les risques de pluie pour les premiers essais du week-end sont très faibles. Les températures devraient aussi entre 25 et 32 degrés. Le 1er octobre, donc, l'atmosphère deviendra plus perturbée en fin de journée à Singapour avec un ciel se couvrant progressivement avec une évolution orageuse. Des averses fortes sont même attendues en fin d'après-midi juste avant les qualifs. Température ressentie de 41 degrés.
Le dimanche, situation très instable sur Singapour, avec développement de cellules orageuses au-dessus du circuit avec de fortes averses attendues dès le début de l'après-midi. Dans la soirée, la situation devrait s'améliorer légèrement, mais des averses sont toujours prévues pour la course à l'heure d'écrire ces lignes. Bon, on est lundi, hein. La course est dans 6 jours quand même. Ah ouais, peut-être qu'il y a quelques chances de pluie, effectivement. Encore une fois, voilà, après, faut voir à quelle heure vont tomber les précipitations, quoi. Ça se trouve, ça peut très bien tomber avant ou après la course, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop. Et là, il pleut trop et on peut pas rouler, quoi. Donc, il n'y a plus que ça encore. Mais écoutez, on verra bien. Ça pourrait être rigolo, un peu de pluie à Singapour, hein. Putain, la course, du coup, elle irait pas au bout des tours, hein. Ça s'arrêtera à 2 heures, hein. S'il pleuvait pendant la course, les tours seraient trop lents, quoi. Et il y en a trop, donc ça pourrait pas le faire. Allez, à voir, vous voulez de la pluie, vous, ou pas? Ciao. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud est absente du calendrier 2023? Tout le monde était d'accord, mais un élément a fait que... La raison pour laquelle la course n'a pas été confirmée, c'est que le promoteur était incapable de respecter des garanties financières. Le problème ici n'est pas la faute de la FIA ou de la F1, de la MSA ou du gouvernement, c'était uniquement parce que le promoteur ne pouvait pas fournir ce qui lui était demandé. Nous devons maintenant remplacer le promoteur. Mais je suis très confiant que nous serons sur le calendrier 2024. L'un des principaux avantages de l'organisation d'une course de F1 en Afrique du Sud est le tourisme. Avec 60% des fans qui ne viennent pas de pays hôtes, Monsieur Roux pense que l'un des avantages pour l'Afrique du Sud est son fuseau horaire. Un avantage que nous avons en Afrique du Sud est que nous sommes dans le même fuseau horaire que les Européens. Donc du point de vue d'un téléspectateur, ça correspond à l'endroit où se trouve la plus grande audience potentielle. Roux vise aussi l'arrivée de pilotes en F1 à beaucoup plus long terme. Nous devons créer plus de héros sportifs à suivre pour nos enfants. Et je pense que ce sera une clé pour le développement du sport auto sud-africain. Ils doivent voir un Lewis Hamilton ou un Verstappen pour qu'ils puissent s'y retrouver. Nous devons créer une inspiration. Lewis est très engagé pour faire du retour de la F1 sur notre continent un succès. Et avec ses programmes pour la diversité, nous pouvons vraiment lancer l'engouement et trouver les financements nécessaires pour lancer des carrières. Bon, 2024, ça devrait pouvoir le faire, sûrement. Mais ils ont failli l'avoir, hein, quand même. C'est pas passé loin, hein, d'avoir la Grand Prix d'Afrique du Sud dès 2023. Du coup, on n'aurait pas eu Spa. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Todd dément en retour chez Ferrari, conseille à Binotto de tenir bon. Oh, mais Todd, il a fait son temps, les gars. Hein. Laissez-le à la retraite un peu. J'aurais un doute sur le fait que tout ceci soit des nouvelles fondées, mais il y a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vraies. J'ai pris un petit déjeuner à Turin avec Andrea Agnelli, propriétaire de Juventus. Beaucoup de gens m'en ont vu et beaucoup de gens pensaient que j'irais travailler avec la Juve. Il est évident que lorsque j'étais président de la FIA, j'ai souvent parlé avec Jonathan Kahn. Nous avons souvent parlé des ambitions de Ferrari, il y a une différence entre partager des espoirs et travailler ensemble. Todd n'aura-t-il pas tout de même quelques conseils à donner à Mattia Binotto? Chaque époque est différente, je ne veux pas donner de conseils, c'est facile de donner des conseils, la seule chose que je puisse lui conseiller c'est de tenir bon. Et puis maintenant, Ferrari se porte très bien. Il me semble que les gens n'en ont pas pleinement conscience. Nous pouvons espérer les titres l'année prochaine, car cette année, je ne pense plus que ce soit possible. Mais pour gagner, il faut de l'excellence à tous les niveaux. Il est difficile d'y parvenir et encore plus difficile de le maintenir. Ça commence par l'excellence dans les détails, de ce qui répond au téléphone dans l'entreprise. Si dans une entreprise on ne répond pas au téléphone, après 10 sonneries, ce n'est pas une bonne entreprise. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire 2 erreurs identiques. Si ça arrive, il y a quelque chose qui doit changer. Ferrari était le plus beau chapitre de sa carrière, je vis les choses différemment. Ouais, il est âgé, hein, il veut se profiter de sa retraite, hein, normal. Hein. Oh putain, mais c'est long en fait. Oh mais c'est long. Oh mais c'est long. Bon. Je connais très bien Michael, pas vraiment Max. Max, comme Michael est très déterminé, très agressif. Michael, en dehors des courses, est une personne merveilleuse. Pour Max, je ne sais pas, je le connais pas bien. Bon, après, voilà, il parle de la famille Schumacher. Il n'y a que lui qui connaît son état, du coup. Nous allons interroger Jean Todt. Jean Todt, quel est l'état de Michael Schumacher, s'il te plaît? Réponds-nous. Et puis le halo, hein, évidemment, c'est lui qui a poussé, notamment. Pour l'installer, c'est une belle réussite, ce halo. Ça a déjà sauvé pas mal de vies depuis qu'il est installé, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, est-ce que Todd va suppléer Binotto ou même le conseiller? Ça m'étonnerait. Il veut profiter de sa retraite, Jeannot, et puis c'est mieux comme ça. C'est eux de se démerder un peu là. Allez, ciao. Mick Schumacher mérite de passer à l'étape suivante en F1. Il est très talentueux, a adopté 100% l'éthique du travail de son père. Ah, mais il n'a pas 100% du talent de son père, malheureusement. Il en manque un peu pour Mick pour l'instant. Alors, c'est bien Ross Brawn, hein, pas Zach Brown du coup, de qui on parle.
vu qu'il a bien connu le père, n'est-ce pas? Mick s'est énormément amélioré cette année. Il a une très bonne référence en Kevin Magnussen. En tant que coéquipier, il est maintenant un carrefour important de sa carrière. Il mérite certainement de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, si c'est sûr qu'il sera jugé ensuite. Les comparaisons entre père et fils sont difficiles, pour ne pas dire inutiles à ce stade précoce, mais Braun est conscient de certaines différences qui sont évidentes pour ceux qui s'intéressent au sport. Il est différent de son père, qui était toujours à la limite tout de suite. Mick prend un peu plus de temps, mais au final, il a remporté les titres dans les classes juniors. Il est très capable, il est très talentueux, il a adopté à 100% l'éthique de travail de son père. Il a de quoi s'améliorer, c'est sûr. Braun a également comparé la situation de Schumacher à celle de Verstappen, dont Perios était le coéquipier de Michael, chez Benetton en 1994. Le gros avantage de Max sur Mick est que son père était aussi un héros aux Pays-Bas. Ouais, enfin un héros, un loser quoi, plutôt. Mais il n'a pas gagné. Il n'a pas été 7 fois champion du monde, il n'est pas une icône comme Michael l'est en Allemagne. Bien sûr, ça augmente encore plus la pression sur Mick. Oui, certes. Alors est-ce que Mick continuera à F1 l'année prochaine, chez As ou ailleurs? Mystère, toujours pas résolu. On verra ça dans les prochaines semaines, là aussi. Espérons qu'il ait une troisième chance, une troisième saison quand même. Latifi a bien eu une troisième saison pour prouver de quoi il était capable. Bon bah pourquoi pas Mick aussi. Allez, ciao. Alors Alpine étudie la possibilité d'une action en justice contre Piastri. Rossi attend des discussions avec les avocats de McLaren. Zach Brown essaie de leur responsabilité envers leurs équipes de fournir la meilleure performance possible. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je ne peux pas leur reprocher d'essayer de signer le meilleur du pilote. Nous n'en voulons pas à McLaren. Le plan initial était qu'Alpine engagerait Alonso pour 1 an ou 2 et placerait Piastri chez Williams. Et oui, à la place de Latifi. Depuis le début de saison, nous travaillons à Piastri pour qu'il trouve un cockpit pour les 2 prochaines années. Et nous avons conclu un accord avec Williams. Ça va remonter à Miami. Avec le comité de reconnaissance des contrats se rangeant du côté de Piastri et de McLaren, Alpine cherche maintenant à poursuivre le jeune pilote pour les coûts de développement. On va vérifier ça, en fin de compte, c'est une décision de Mars of Nowhere des avocats. Pour nous, il s'agit de trouver un pilote, c'est de rendre la seconde voiture la plus rapide, mais le comportement de Piastri a créé un danger précédent pour le sport. Audemars clarifiera cela lors d'une conversation avec Piastri, McLaren et nos avocats. Rien n'a encore été décidé, nous ferons ce qui est le mieux pour nous et pas pour les autres. Rossi a de nouveau défendu Safnauer, au milieu des suggestions selon lesquelles il est plus directement responsable de la perte d'Alonso et de Piastri. Otmar est le leader incontesté de l'équipe et beaucoup de choses ont changé pour le mieux depuis qu'il est là. Je répète que le faire venir à bord a été une des meilleures décisions. Rossi admet que Alpine n'a pas nécessairement besoin d'un autre pilote français pour accompagner Ocon l'année prochaine. Ça pourrait être sympa une fois nos objectifs atteints, mais la nationalité du pilote importe peu de nos jours. En Espagne, nous vendons relativement peu de voitures. On a pris Fernando parce qu'il est l'un des meilleurs pilotes du monde. Magnifique. Bon, est-ce qu'ils vont porter plainte contre Piastri? Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Ciao.